C'est Octobre Rose et il est question du cancer du sein dans Capsule Santé. Le cancer du sein, ses causes, conséquences, sa prise en charge. J'en parle avec le docteur Zeynep Lounissi. Elle est radiologue, scénologue en charge du dépistage des maladies du sein au CHU de Bordeaux en France. Plus on vieillit, plus on risque d'avoir un cancer du sein. Et le deuxième facteur de risque nettement identifié, c'est le risque génétique. Bonjour, docteur Zeynep Lounissi. Oui, bonjour. Avec vous, on va donc parler du cancer du sein. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est le cancer du sein, les signes auxquels il faut faire attention? Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme, mais fort heureusement, et grâce aux progrès et aux traitements innovants, c'est pas loin de 90% de taux de survie annuel à 5 ans. Pour ce qui est des signes cliniques, alors les signes cliniques, on peut tout à fait avoir un cancer du sein sans avoir aucun signe. Ce sont les cancers du sein qu'on découvre le plus souvent au cours des dépistages organisés. La femme ne se plaint de rien, elle fait une mammographie, on l'examine, on ne sent rien, et quand on fait la mammographie, on voit une anomalie, donc qu'on ne palpe pas, qui est infraclinique, qui le plus souvent est petite et qui déjà peut être un cancer du sein. Donc il y a des cancers du sein qui sont totalement infracliniques, donc pas détectables lorsqu'on s'examine la poitrine, par nous-mêmes ou par un médecin. Après, les autres signes qui peuvent alarmer, ils sont nombreux. Tous ne sont pas synonymes de cancer du sein, mais ils doivent quand même alerter la femme et la pousser à une consultation spécialisée. C'est le plus souvent une grosseur au niveau du sein, une grosseur de taille variable. Nous, on dit que c'est une grosseur qui n'est pas mobile par rapport au plan profond et superficiel. Ça veut dire que quand on essaye de la mobiliser, on a quand même le sentiment qu'elle est plutôt fixée. C'est pas comme une grosseur qui va rouler sous la peau. Sa taille peut être variable, ça peut être tout petit, elle peut être superficielle, elle peut être profonde. Et le plus souvent, elle ne fait pas mal. Parce que beaucoup de femmes ont mal au sein, ça les inquiète beaucoup, mais la douleur du sein n'est pas en elle-même signe de gravité ou de cancer. Même s'il existe quelques cancers du sein qui font mal, mais ce sont des cancers qui sont dits inflammatoires, qui sont heureusement rares et pour lesquels on a quand même des solutions de nos jours. Il faut donc faire attention aux signes. Et quelles sont les personnes à risque, les personnes susceptibles d'avoir un cancer du sein? Les deux risques qui sont parfaitement identifiés par les études scientifiques, ce sont l'âge. Donc plus on vieillit, plus on risque d'avoir un cancer du sein. Et le deuxième facteur de risque nettement identifié, c'est le risque génétique. Ça veut dire que dans sa famille, on a des gènes qui ont été mutés et qui peuvent être à l'origine de cancer du sein parce qu'ils augmentent le risque d'avoir un cancer du sein. Donc ça, ce sont les deux grands signes, les deux grands facteurs de risque nettement identifiés sur lesquels on ne peut rien. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque qui ont été identifiés sur lesquels nous pouvons agir. C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est tout ce qui est en lien avec la sédentarité et ses corollaires, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique et probablement également le travail de nuit. Il y a des études qui montrent que les femmes qui ont un travail de nuit, compte tenu du dérèglement de leur horloge biologique, seraient plus enclines à avoir des comportements de type addictif, c'est-à-dire peut-être plus alcoolisés, peut-être plus fumés que les autres. Donc, vous voyez, il y a quand même des facteurs de risque qui sont en lien avec notre mode de vie et sur lesquels nous pouvons parfaitement agir. Après, il y a des facteurs de risque un peu plus classiques qui sont l'absence d'allaitement et qui sont les grossesses tardives, les premières grossesses tardives, le fait de prendre un traitement hormonal substitutif pendant très 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 longtemps, ça peut augmenter et donner un surrisque de cancer du sein. Et enfin, les scientifiques sont en train de plus en plus de travailler sur l'environnement, autant l'environnement, c'est-à-dire l'air que nous respirons, la pollution, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, mais également des éléments qui seraient en lien avec notre environnement professionnel. Par exemple, les femmes qui travaillent avec des produits d'entretien, certains produits d'entretien peuvent être cancérigènes.
ou alors des femmes qui travaillent dans des métiers de la métallurgie qui sont en lien également avec des produits qui seraient délétères, et enfin des femmes qui travaillent et qui seraient en lien et non protégées avec des rayonnements ionisants. Quand on parle du cancer du sein, on pense le plus souvent aux femmes, mais les Oui, hommes peuvent avoir tout à fait, également un cancer, développer absolument. un cancer du sein. Comment ça se passe Oui. chez l'homme? Est-ce que c'est la même Alors, chose? c'est à peu près la même chose. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus rare. C'est à peu près 5% des cancers du sein qui peuvent survenir chez l'homme. Souvent, ils sont un peu plus graves. Et on pense qu'ils sont plus graves parce que souvent, les hommes en parlent encore moins. Donc, ils sont un petit peu plus difficiles à traiter, mais ça existe. Et souvent, il y a également une histoire familiale de cancer du sein chez les hommes qui ont un cancer du sein. Donc peut-être un risque génétique plus accru. Ceci dit, les formes les plus importantes de cancer du sein, ce sont des cancers du sein qui surviennent chez la femme et qui surviennent après 50 ans. Et de nos jours, quels sont les traitements qui sont proposés aux personnes qui souffrent de cancer du sein? C'est plus une stratégie thérapeutique qui est proposée parce que aucun cancer n'est identique à l'autre et donc en fonction du cancer, c'est-à-dire de sa description anatomopathologique, de sa forme anatomopathologique, de certains récepteurs au niveau de la tumeur qui existe ou pas, de l'immunohistochimie, on proposera tel ou tel traitement. Le plus souvent, ça reste la chirurgie, qui peut être soit que la tumorectomie, ça veut dire on n'enlève pas le sein, on n'enlève que la tumeur et un petit peu autour de manière à être en marge saine. On peut parfois être appelé à faire une mastectomie, c'est beaucoup plus rare de nos jours, mais ça existe encore. C'est ce qu'on appelle le traitement médical, c'est-à-dire la chimiothérapie, qui peut être également proposée dans certaines conditions. Et enfin, ça peut être la radiothérapie, le plus souvent utilisée lorsqu'on n'enlève pas le sein et qu'on doit compléter donc la chirurgie par une irradiation du sein pour être sûr qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses au niveau de ce sein qu'on n'a pas complètement enlevé. Des traitements innovants qui sont l'immunothérapie, qu'on maîtrise de plus en plus, l'hormonothérapie s'il y a des facteurs hormonaux positifs. On a toute une palette d'armes thérapeutiques et on adapte en fonction de l'âge de la femme, en fonction d'examens cliniques, en fonction de ce qu'on voit sur la radio, en fonction de si le cancer est seulement localisé au niveau du sein ou un petit peu à distance. En fonction de tout ça, on décide du traitement à proposer au décours d'une réunion multidisciplinaire. C'est jamais un seul médecin qui décide, mais c'est toujours plusieurs médecins qui vont décider et proposer à la femme une stratégie thérapeutique. Et quels sont les effets secondaires de tous ces traitements? Est-ce que cela n'a pas un impact après sur la femme, sur Alors, le plan psychologique par exemple? bien sûr, mais vous savez déjà, sur le plan psychologique, savoir, dans le cadre, par exemple, du dépistage organisé, qu'on découvre un cancer du sein chez une femme, c'est jamais anodin. Il y a une consultation d'annonce avec un diagnostic d'annonce qui est fait non pas au téléphone ou dans un couloir où donc la femme elle est reçue, on lui explique ce qu'on a trouvé, on essaye d'adapter les mots par rapport à la psychologie de la patiente. Une fois qu'on lui a annoncé le cancer, la personne va revoir son médecin référent pour pouvoir en discuter aussi. Elle peut être accompagnée tout au décours de son annonce de diagnostic par une infirmière ou une psychologue parce que c'est une véritable tempête pour une femme de voir qu'elle a un cancer du sein alors qu'elle venait en consultation en pensant qu'elle avait absolument rien. Donc, c'est l'annonce elle-même. Après, le traitement lui-même, il est relativement long. Si on doit proposer une chimiothérapie, c'est plusieurs semaines. Une radiothérapie, c'est à peu près 1 mois et demi. S'il y a une indication d'hormonothérapie, c'est plusieurs années après la fin des traitements, de 5 à 10 ans. Donc, il y a tout un accompagnement et à la Ligue, nous faisons ce type d'accompagnement. Les médicaments ont des effets secondaires, le plus souvent plutôt modérés,
qui ne sont pas définitifs. Donc, une fois qu'on arrête le traitement, ces effets secondaires s'arrêtent. Mais il y a des traitements pour lesquels il peut y avoir des séquelles. Il peut y avoir des séquelles de la chirurgie, des séquelles de la radiothérapie, des effets secondaires suffisamment importants au décours de l'hormonothérapie à tel point qu'on est obligé de l'arrêter. Donc, le traitement, il existe. Il permet de guérir des patients, d'éviter les rechutes. La tolérance à ces traitements est très variable d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui ne vont pas en souffrir et d'autres qui vont être très dérangées et très mal et qui vont souffrir des effets secondaires, voire des séquelles des différents traitements. C'est très variable. Et en ce qui concerne la mastectomie, je rappelle que c'est l'ablation des seins, du sein. Quelle prise en charge est prévue après actuellement cette ablation du sein? Quand le diagnostic d'ablation du sein est posé, parce que c'est nécessaire, il y a plusieurs cas où on doit enlever le sein, et ben dans ces cas-là, on a deux possibilités. Soit on estime que cette femme ne peut pas se réveiller sans un sein et donc on fait une reconstruction immédiate. Ça veut dire au décours de la mastectomie, on reconstruit un sein en mettant une prothèse. C'est le premier cas. Ce n'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Le plus souvent, après une mastectomie, on attend un certain temps, quelques mois, de manière à ce que la cicatrice se fasse dans des bonnes conditions. Et après cela, on propose une reconstruction mammaire à la femme qui le souhaite. Et les techniques de reconstruction mammaire sont multiples, avec des résultats, comme on dit, cosmétiques, qui sont variables également d'une femme à l'autre. On arrive néanmoins à proposer des solutions chez les femmes à qui on a enlevé le sein pour pouvoir les traiter. Capsule Santé, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous continuerons de parler du cancer du sein avec le docteur Zeyneb Lounissi. Il sera notamment question du dépistage. Merci pour l'écoute. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver sur nos différentes plateformes.